Bonjour à tous. Allez, aujourd'hui, on change un peu d'univers. Monseigneur Guy Chevalier, bonjour. Bonjour. Un grand merci d'être avec nous. Vous êtes évêque de Taiohae, dans les îles Marquises. C'est finalement de la Polynésie française l'archipel qui est le plus éloigné d'un continent. 4800 km des côtes de Californie, 18 000 évidemment, 18 000 km de la métropole. Ça donne un peu la tonalité de ces îles pacifiques. Un archipel isolé de la Polynésie française. Ce n'est pas l'archipel le plus loin de Papeete, mais c'est sans doute le plus isolé, le plus particulier. Tout l'ensemble de la Polynésie a été géré à partir de Tahiti, tandis que les Marquises, à 1500 km au nord, ont vécu non pas en indépendance, mais d'une façon plus autonome. Et c'est vrai qu'on voit ces petits points sur la carte qui font très isolés et qui paraissent aussi très exotiques d'une certaine manière vu de la métropole. Mais les houles du Pacifique viennent en quelque sorte se briser là, sur les falaises et les plages de galets de la vingtaine d'îles de l'archipel. Si les vagues viennent se briser, on est à l'abri parce que ce sont des falaises. Ce sont des montagnes dans la mer. Pour cela que D'origine volcanique pour une bonne part. Ensemble, oui, oui. Très bon. Par exemple, pour venir de l'aéroport jusqu'au village de Taiohae, quand on arrive, il faut 1h30, mais on passe un col à 1000 mètres. L'avion arrive au niveau de la mer, il faut franchir un col à 1000 mètres pour revenir de l'autre côté de la montagne au village. Donc c'est la mer, la montagne. Oui, la mer, la montagne. C'est aussi le déplacement, j'imagine, en pirogue, en barque, en goélette, en bateau. Mais on est à une époque moderne. Il y a la pirogue, les bateaux de pêche, quelques bateaux régulièrement qui emmènent des passagers une fois par mois. Et puis aussi, il y a, quand on le peut, l'avion interile qui circule. Oui, parce que sur la vingtaine d'îles, à peu près 6 sont habitées. 6 habités. Moins de 9000 habitants. Voilà. Et il y a un chiffre aussi qui est parlant, 8,66 habitants au kilomètre carré, loin de la densité de la métropole, évidemment. On est au large, mais il faut dire que le pays n'est pas très habitable en raison de la configuration des montagnes, beaucoup de montagnes. Ça a un aspect très, très sévère. C'est différent de Tahiti, où ça inspire à la joie de vivre, tandis que même d'une île à l'autre, il y a une grande différence. Si on va à Nuku'iva, là on voit que c'est sévère, on est au fond des vallées, tandis que si on va à Ivaoa, on est sur la crête, on voit la mer de chaque côté. Chaque île est vraiment différente. Alors dites-nous, puisqu'on est dans cette période de l'Avent, Monsieur Chevalier, comment s'apprête-t-on à vivre Noël dans ces îles? Et j'imagine qu'il y a, à travers la liturgie, par exemple, des rites ou des gestes particuliers. Et puis d'ailleurs la langue, à commencer par la langue elle-même. Noël, c'est toujours une grande fête dans toutes les îles, toutes les vallées et chaque famille. Surtout les familles, parce que c'est le début des grandes vacances scolaires. Les enfants reviennent à la maison, parce qu'il y a encore des enfants qui sont internes, même en primaire. Tous les jeunes qui sont en Ils ont fait ses études ailleurs. En Tahiti, à 1500 km, qui reviennent pour les vacances. Alors, c'est les familles qui se retrouvent. C'est certainement une grande fête. Et puis aussi, c'est qu'en Polynésie, il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de saison, il n'y a pas de rythme. L'année n'est pas rythmée par les saisons. Et c'est les fêtes religieuses qui sont comme un bon repère. Et c'est autre chose, c'est la joie de Noël, certainement, elle est marquée, préparée par des chants qu'on retrouve d'année en année. Il y a la crèche à préparer, qui varie selon les vallées aussi, des petites crèches. Et puis la messe de la nuit, qui est la grande fête. On ne peut pas dire la messe de la nuit, parce que quand il n'y a que 4 prêtres, il y a 4 messes pour l'ensemble des 27 vallées. Mais chaque vallée célèbre Noël, même s'il n'y a pas de prêtre. L'ensemble de la vallée se retrouve à l'église pour la célébration de Noël, par une petite veillée, par des chants, la célébration que nous connaissons, avec aussi ce que les enfants attendent, c'est à Noël, c'est signe de cadeau. C'est le signe de cadeau, et ça fait partie de la joie de ceux qui donnent, peut-être plus que de ceux qui reçoivent. Oui. Et c'est vrai que c'est une des spécificités peut-être de ces îles qui n'ont pas la chance d'avoir un prêtre à proximité, et qui pourrait étonner bon nombre de voir ces chrétiens qui se prennent en main et qui n'hésitent pas à se retrouver pour la prière. Oui. Il n'y a pas d'autre solution. Pour ça, ce n'est pas nouveau, ça a été de tout temps. Autrefois, on disait qu'un prêtre qui servait une île avec plusieurs vallées, tel jour dans la semaine, il était dans une vallée, le lendemain dans l'autre, le lendemain dans l'autre. Il était le samedi et le dimanche dans la plus importante, et il a repris ce rythme-là pendant 40 ans. Les gens prennent le temps d'être formés, s'habituer à des choses.
lorsque, même à Nuku'iva, pendant plusieurs années, j'étais seul prêtre sur l'île de Nuku'iva, comme il y a 5 ou 6 vallées, je m'arrangeais pour que quand même il y ait la messe une fois le dimanche dans chacune des vallées. Ça veut dire qu'à la cathédrale de Taïroé, il y avait un dimanche sur 2 où il n'y avait pas de messe, mais il y a une célébration. Et même les gens disaient, c'est encore plus long quand il y a la célébration que quand il y a la messe. Et il faut dire qu'il y a des chefs de communauté qui ont la responsabilité, qui portent la responsabilité. Oui. Nous n'avons pas de diacre ou marquise, parce qu'un diacre, il faut une formation, et puis c'est permanent. Tandis que le système qui a été adopté, autrefois, il y avait un chef de prière, comme le même titre, Tumupule, chef de prière, de même que celui qui enseigne, c'est le chef de l'enseignement. Tumu, ça veut dire, c'est pas chef, c'est plutôt l'origine, celui qui construit. Alors dans chaque vallée, ou homme ou femme, indistinctement, c'est un père de famille, une mère de famille, qui est choisi, qui est investi par l'évêque pour mener à bien tout ce qui se passe dans la paroisse, en lien avec le prêtre, toujours responsable de la paroisse, mais responsable parfois un peu de loin. Les fidèles laïcs donc, qui se prennent en main, encore une fois. Pour tout, pas seulement pour la célébration, mais pour tout. Il y a une construction, il y a l'entretien, on veut une église, et c'est eux-mêmes qui choisissent. On refait une église parce que je me souviens d'une église qui aurait pu durer encore quelque temps, mais quand le vent était trop fort, elle se déplaçait. Alors assez vite, on a été obligé quand même. Parce qu'elle n'était pas assez arrimée au sol. Le sol avait rongé tout le bois. Alors cette église a été refaite, mais c'est les gens eux-mêmes qui prennent en main, qui essaient de la financer au maximum et qui la construisent. C'est vraiment leur travail. La paroisse, c'est quelque chose de très très important. Simplement, ce n'est pas une institution d'église, c'est une institution reconnue par la société. Et c'est les gens eux-mêmes qui gèrent leur église. Donc on comprend à travers vos propos que les Marquisiens sont attachés à l'Église catholique. Oui, c'est-à-dire qu'il y a une raison aussi, c'est que l'ensemble de la population, à 90%, sont catholiques, chrétiens. Mais ils ont besoin, comme moi, ils ont besoin de le devenir encore davantage, c'est sûr. Mais c'est vrai, il y a des habitudes, il y a une communauté de vie qui est nécessaire pour vivre dans ces petites villes et dans ces petites îles, et cela constitue comme un noyau. C'est un bien commun. Tout ce qui est paroissial, c'est un bien commun qui sert à tous les habitants de la vallée. On appelle vallée plutôt que village. Oui. De quand date l'évangélisation dans les îles Marquises ? Parce que vous êtes Picpusien, la congrégation des Sacré-Cœur de Jésus et de Marie, et ce sont des Picputiens qui sont arrivés au XIXe siècle. Oui, ça a été la première congrégation religieuse après la Révolution qui a été missionnaire dans le Pacifique. On a commencé à un bout du Pacifique, aux Hawaï, Tahiti, les Marquises. C'est la congrégation du Père Damien qui est de l'apôtre des lépreux. Ils sont arrivés un peu après Tahiti, mais un peu avant aussi que les Marquises deviennent possession française, en 1842. Ils ont fait du bon boulot aussi, il y a 90% de catholiques aujourd'hui qui sont attachés... Ça ne n'est pas fait tout seul, parce que le Marquisien avait des traditions, des habitudes, une vie. L'évangélisation a été très longue, très difficile et périlleuse aussi. Et pourquoi on dit qu'au fond, contrairement aux idées reçues, à tous les stéréotypes qu'on pourrait avoir en tête, que les missionnaires ont beaucoup fait, notamment votre prédécesseur, pour faire vivre, pour conserver, pour maintenir la culture marquisienne. Et d'ailleurs, les habitants, ils sont très reconnaissants. Pour quelle raison dit-on cela ? D'abord, la culture a été vraiment transformée par ceux qui sont arrivés les premiers. Ce n'est pas les missionnaires, c'est les commerçants. Quand les prêtres sont arrivés en 1840 à Taïroé, ils ont demandé au capitaine « Trouve-nous une petite maison pour ce soir ». Alors le capitaine a trouvé une maison. Pour payer cette maison, il fallait payer en fusils et en munitions. Alors ce n'était pas les missionnaires qui apportaient du nouveau, c'était déjà fait depuis longtemps. Oui, pourquoi c'est vrai que les prêtres ont parlé tahitien. Il y avait un enseignement du tahitien vers 1880. Les écoles, c'était les écoles de la mission, les premières. Quelques élèves, des garçons, des filles, en internat, parce que comme ils venaient des vallées, il fallait les nourrir. J'ai vu un petit livret qui, tout en marquisien, parlait de la cosmogonie, les vents, la mer, quelque chose en langue marquisienne.
alors que maintenant, c'est la langue française qui est obligatoire, mais ils sont revenus au marquisien. La culture a disparu, non pas à cause de qui que ce soit, c'est en fin de compte, c'est un élément historique, c'est que la population a diminué au risque de disparaître. En 1900, lorsqu'on a fait 1904, lorsqu'on a fait un dictionnaire marquisien, dans la préface, on lit « Ce dictionnaire est fait, mais il ne servira jamais aux marquisiens. Ils vont tous mourir dans peu d'années. » Oui, d'ailleurs, il y a ce chiffre que j'ai retrouvé au XVIe siècle. On dénombrait, paraît-il, 100 000 habitants. Et au XXe siècle, la démographie est tombée jusqu'à 200. Non, 2000, un peu plus de 2000. Jusqu'à 2000. Un peu plus de 2000, oui. Mais juste, c'était en raison des maladies, surtout les maladies. Par exemple, un bateau qui arrive en 1963 à Tahiti, portant des pestiférés, les matelots, ils ont débarqué les matelots sur l'île, malgré les autorités qui disent... Et la moitié de la population est morte à cause d'une épidémie. Dans l'île d'en face, à Wapo, le tiers est mort. Une épidémie, la moitié de la population en 1863. Ces maladies ont continué. Puis il y avait aussi... On voit tout le dégât des colonisations. C'est les maladies, c'est fragile. Oui. Oui, c'est l'organisme qui n'était pas préparé, et cela s'est passé en bien des endroits. Et en plus, il y avait les femmes, les jeunes filles, n'arrivaient plus à avoir d'enfants. Et donc, il n'y avait plus certaines vallées avec 15 habitants, 6 habitants, des îles avaient 100 habitants. Donc, la culture se persiste. Il n'y avait pas de vieux pour transmettre la culture, il n'y avait pas de jeunes pour l'accueillir, et la culture est morte par faute d'habitants. Et c'est pour ça que les prêtres qui sont venus après, ils ont retrouvé leur culture par l'extérieur, par des livres qui nous existaient, ou par un apport extérieur, sauf la sculpture. On peut le voir d'ailleurs autour de la cathédrale. Hein. Oui, la cathédrale est considérée comme le chef-d'œuvre des artistes marquisiens. C'est la première fois qu'ils se lançaient dans le figuratif, mais c'est bien réussi, oui. C'est vrai, c'est vrai. La sculpture reste quand même, non pas une spécialité, mais une particularité des îles Marquises comme art, comme travail, comme artisanat. Donc l'Église un peu protectrice de la culture marquisienne d'une certaine manière, ou qui l'a à nouveau fécondée. Ça a été l'objectif un peu de mon prédécesseur, Monseigneur Le Cléache. Quand il a vu les Marquises, sa première arrivée, ça devait être vers 1970, il a dit, mais ils ont l'air tristes, ils n'accueillent pas, c'est différent de Tahiti. Alors il a pris comme devise que les îles se réjouissent. Et il a réveillé ce potentiel qu'il y avait en eux. Oui. Est-ce qu'on peut dire que ça a aidé à trouver un nouveau développement, un nouvel essor pour la population, en tout cas d'y donner une espérance? L'espérance, bien sûr, mais plus que cela, une renommée qu'ils n'avaient pas. Oui, les Marquises étaient considérés comme le dernier archipel du Pacifique. On y allait, mais à reculons. Et peu à peu, les Marquisiens, en gardant leur langue, en montrant leur art, leur aptitude, ils ont conquis, ils le méritaient, ils ont conquis la renommée et de Tahiti, et des environs, et du Pacifique, et peut-être de la France. Ils retrouvaient d'une certaine manière un peuple qui retrouvait son ardeur multiséculaire. Ils ont retrouvé des traditions. Par exemple, quand j'étais ordonné évêque, c'était en 85. Il y avait des danses qu'ils faisaient pour porter le repas sur les épaules. Il y avait 20 personnes qui portaient des grands plateaux de caïcaï sur les épaules. Qu'est-ce que le caïcaï, c'est le repas. Le repas. Et ils portaient sur les épaules et ils ont fait une danse. Dit, mais c'est la première fois qu'on avait entendu parler, ça avait été oublié, on n'osait pas le refaire. Et à l'occasion d'une fête, c'est là qu'à l'occasion des fêtes, des choses recommencent et commencent à revivre et vivent et continuent à vivre. Donc on est bien loin du stéréotype de l'Église qui serait un rouleau compresseur culturel pour imposer une culture chrétienne formatée. Les Marquisiens sont tous reconnaissants à l'Église en disant si on a encore la langue marquisienne, on le doit à l'Église. Il ne se cache pas. Ça transparaît dans la liturgie, à travers la célébration de la messe dominicale, par exemple? Oui, le Marquisien, il est lui-même un peu partout. Mais lorsqu'il s'agit de faire une fête, peut-être encore plus. Oui, il y a par exemple, la liturgie, c'est le synode de 1979 qui a décidé que la liturgie, normalement, c'est une liturgie en langue marquisienne. Et puis aussi, avec certains gestes, certains chants, il y a beaucoup de chants qui ont été faits pour une petite population. Il y a beaucoup de chants en marquisien. Là, ils peuvent s'exprimer. Du coup, il n'y a pas de confrontation avec le français, l'usage du français Ah, mais le français, on parle à l'école, on le parle
dans la vie ordinaire. Mais entre eux, c'est les Marquisiens. Peut-être moins maintenant dans les grands centres. Il y a trois centres principaux. Alors, il y a plus un mélange de population. Les enfants à l'école, c'est le français. Mais dans les vallées, c'est encore le Marquisien entre eux. Oui. L'un des grands temps forts, évidemment, qu'a vécu l'Église des îles Marquises, c'était l'ordination épiscopale il y a un an, de Monseigneur Pascal Chancsoy, évêque coadjuteur, qui va donc vous succéder. 2500 personnes présentes, issues d'ailleurs de tout le Pacifique et d'ailleurs. Ça dit en Polynésie surtout, oui. Ça dit Et oui. La joie. Un nouvel évêque, ça n'arrive pas trop souvent, mais c'est l'occasion d'une fête. Voilà, c'est l'occasion d'une fête qu'on veut célébrer. Alors automatiquement, il y a des invités. D'abord, ceux qui viennent des différentes îles des Marquises, et puis de Tahiti, où il y a beaucoup d'invités, de connaissances qui sont prêts à s'unir. À l'occasion de cette fête, bien sûr, il y avait la messe, la célébration, avec le délégué apostolique, qui était le célébrant principal, et puis l'après-midi, les différents groupes qui faisaient une prestation, mais pas improvisée, mais de très bon goût. Et puis là, ils montraient ce qu'ils étaient. Les différentes îles, l'identité des... Voilà, les différentes îles. Les différentes paroisses, communautés, vallées. Le chant, les vallées, le tambour, et puis un peu quelques cadeaux qu'ils avaient fabriqués, parce que ça fait partie aussi de la vie. Sans qu'il y ait de coutumes, comme en Calédonie, mais il y a des gestes qui sont habituels et obligatoires. Oui. Vous le disiez... il y a cet attachement dans les familles à la foi et notamment de la pratique, de l'usage de la Bible, la parole de Dieu, la prière avec la Bible. On lit la Bible dans les familles ? Et non, parce que la Bible n'est pas encore complètement traduite. Mais il y a le Nouveau Testament, il y a des livres de prière, il y a quand même ce qu'a commencé Monseigneur Cléache, la traduction de la Bible. Mais au lieu de commencer d'une façon systématique par le premier livre et le premier chapitre, il y a d'abord eu la traduction de toute la Bible utilisée en liturgie. Donc ça faisait un réservoir et c'est ça qui a été imprimé, c'est ce qui sert surtout dans les familles, avec le Nouveau Testament et les psaumes. C'est lu, très lu, c'est demandé, l'édition est épuisée, mais c'est en chantier. C'est vrai que les gens sont fidèles à la prière, oui, ça fait partie de la vie. Pas seulement avant le repas, mais le matin, le soir, oui. Dans beaucoup de familles encore, la prière rythme la famille. Et même plus que cela, quelqu'un des personnages qui était en prison à Tahiti me dit « c'est formidable cette prison, qui est la prison la plus surpeuplée de France. » Malgré tout, il n'y a pas d'émeutes et tout le reste, mais il y a comme une ambiance qui est différente. Le matin, cet homme-là qui me disait « mais dès 5h30, on entendait chanter la prière, et le soir, c'était pareil. Là, la prière se chantait, donc les prisonniers, ils avaient du temps. La prière fait partie aussi d'une occupation, pas seulement marquisienne, mais polynésienne. Et il donnait ce témoignage. Il était lui-même édifié et conforté. Oui. J'ai connu le temps où, c'était une prison un peu fromage, on pouvait sortir quand on voulait. La femme du gardien, pour faire plaisir aux prisonniers, leur donnait un chapelet ou une médaille et tout le reste. Oui, c'est toujours accepté. Vous nous décrivez donc un univers, une société qui est très liée, très attachée à la foi. C'est une société encore chrétienne, avec beaucoup de bémols et puis des choses qui diminuent. Et d'ailleurs, dans le même temps, vous dites que cette société est bousculée par la culture de l'argent, par cet attrait du marché, la question du profit économique. Et vous dites que le profit et l'argent n'engloutissent pas les vraies valeurs de l'homme et de la communauté. Oui. Quel regard vous portez, vous, que maintenant, à 73 ans, vous avez eu cette longue présence aux Marquises. Quel regard vous portez sur l'évolution culturelle et puis, du coup, cette évolution économique Il y a une forme d'inquiétude, quelque part ? Non, pas d'inquiétude, mais un changement qui va arriver certainement. Non, pas d'inquiétude en raison de l'être même des Polynésiens. Quand on voit ces navigateurs qui partaient à l'aventure sur leur bateau, ils allaient à l'aventure, ils étaient sûrs d'arriver quelque part, sans savoir où. Eux qui faisaient des milliers de kilomètres, par exemple, il y avait des relations régulières entre les Marquises et Hawaï, un aller-retour. Combien de kilomètres ? 4000 kilomètres. Ils allaient à Rarotonga, parce que là-bas, il y avait des oiseaux qui avaient des plumes rouges, ils en avaient besoin pour leur parure. Donc, ils faisaient 2000 kilomètres aller, 2000 kilomètres retour à la voile. Donc, ils dominaient les éléments. Là, la situation actuelle, ils ne la dominent pas.
mais ils ne la subissent pas non plus. Si bien que c'est vrai qu'il y a de grands changements. L'argent, c'est nouveau, très nouveau. Ça vient surtout depuis le CEP de Mururoa. Là, c'est les gens qui ont commencé à construire leur maison. Enfin, avant, le plus riche et le plus pauvre, il n'y avait pas de différence dans sa maison, dans sa façon de vivre. Mais là, avec les salaires qui ont été reçus à Mururoa, là a commencé une nouvelle vie, avec des constructions plus ou moins utiles ou pas. On faisait une maison. J'ai vu une maison dans une vallée, parce que le mari travaillait dans les sites nucléaires, donc il était payé, la première fois de sa vie, bien payé. Alors, il voulait faire comme les Français, construire une maison. Alors, ils avaient, dans la maison, il y avait plusieurs pièces, et il y avait de la moquette. Sur la moquette, il y avait un carton. Et pourquoi? Parce qu'il ne faut pas sceller la moquette. Il y avait des fauteuils, mais les fauteuils étaient encombrés. Mais ce n'est pas là qu'ils vivaient. Ils vivaient sur la véranda, mais ils avaient leur maison. Oui. Quel regard, du coup, ça vous... Et quelle réflexion sur le développement? Parce que vous connaissez à la fois la vie en métropole, vous voyez la vie de là-bas. Quel regard, quelle réflexion sur le développement? Parce qu'il y a beaucoup de questions qui se posent aujourd'hui sur les questions de sens profond, sur l'économie, du fait notamment de la crise, qui est profonde. Les anciens ont l'habitude, ils ont vécu pauvrement, et puis il y a eu une série d'abondances, mais ils sont prêts à diminuer facilement leurs besoins. C'est les jeunes. Là, la question se pose pour les jeunes. Les jeunes, ils ont besoin, c'est un peu comme ceux qui embarquent sur une pirogue, ils ont besoin d'apprendre à ramer. Là aussi, ils ne gèrent pas bien ce qu'ils ont eu facilement. Tandis que la vie des anciens était une vie rude, très difficile. Et maintenant, ça semble une vie facile, nettement plus facile, pour les jeunes, les enfants. Ils veulent profiter, mais ils peuvent vivre de peu de choses, mais lorsqu'ils ont de l'argent, ils ne sont pas attachés là. Ils vont le dépenser inconsidérément. Il suffit qu'il y en ait un dans le groupe qui a de l'argent, mais c'est tout le groupe qui va en profiter. C'est assez normal. Et d'autant que les jeunes, en plus, sont éloignés de leur famille Ça, pour les études. Les jeunes qui sont revenus. Ceux qui sont aux études, c'est autre chose. Mais là, pour les jeunes, là, ils rencontrent une difficulté formatrice, à mon avis, tandis que quand la vie est trop facile, l'avenir est incertain. Là, ils sont obligés, dès l'âge après la troisième, pour le second cycle, ils sont obligés d'aller à Tahiti à 1500 km, dans un internat, dans une famille qui les accueille. Alors, c'est la grande inquiétude des parents, comment se comportent leurs enfants à Tahiti. Heureusement qu'ils reviennent à Noël et aux grandes vacances. Mais entre-temps, c'est un gros souci. Et vous arrivez à garder le contact avec cette jeunesse? Non, c'est la difficulté. Les enfants, c'est bien, les enfants nous connaissent, les relations restent même avec ceux qui sont à Tahiti, mais ils sont transformés, ils sont imbibés, heureux de revenir aux Marquises, mais avec des habitudes de vie nouvelles. Mais quand ils reprennent le travail, là, il peut y avoir un changement. Lorsqu'ils ont des responsabilités, ou familiales, ou de métier, là où ils se rendent compte qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Il y a une responsabilité de l'Église, des chrétiens, des prêtres, mais aussi de tous ces chefs de prière ou de catéchèse à accompagner ces jeunes. Il y a peu de population et non, l'avenir des jeunes est incertain. Il n'y a pas à s'en inquiéter, mais pour l'instant, elle n'est pas sûre du tout. Sauf que s'ils reviennent aux Marquises, certains ont le sentiment d'avoir échoué. Parce qu'il faudrait aller ailleurs pour réussir? Non, parce que beaucoup, ceux qui font leurs études à Tahiti, la plupart essaient de trouver sur place. S'ils veulent un salaire, ce n'est pas aux Marquises qu'ils vont trouver un salaire, c'est surtout sur Tahiti. Et là, ils trouvent que c'est plus difficile. Même s'ils ont un salaire, à la fin du mois, ils ont moins d'argent. Donc, beaucoup reviennent sur les Marquises. Là, ils n'auront sans doute pas de salaire parce qu'il y a peu de salariés. Ils peuvent vivre d'une façon normale, mais il faudrait vivre en réduisant leurs besoins, et ça, ils ne sont pas prêts à ça. Donc, il y a du chômage. C'est tout le rapport au matérialisme, au fond, à l'individualisme qui se retrouve là, chez ces personnes, chez ces jeunes, peut-être qu'ils ne sont pas... C'est pas primordial. Ils préfèrent la communication, être avec des amis, être en groupe, est plus fort que la possession de l'argent. Qu'on ait de l'argent ou pas, on peut vivre. On vit de quoi, d'ailleurs, en Marquise? Parce que vous disiez que l'argent avait eu, jusqu'à présent, assez peu d'importance. Oui. Et il n'y en avait pas assez. Maintenant, s'il y en a, mais c'est dépensé peut-être trop facilement. Et on peut vivre, la vie est beaucoup plus chère qu'à Tahiti, beaucoup plus, mais on vit avec moins d'argent parce qu'il y a la pêche. Celui qui veut peut aller à la pêche. Le maire dit notre grande garde à manger, mais c'est la mer qui est là. Et puis, même s'il n'y a pas des cultures vraiment particulières, il y a de quoi manger. Il y a les bananes, les fruits, quelques cultures aussi. Donc, on peut vivre aux Marquises
avec peu d'argent, mais en sachant économiser. C'est ça. Les jeunes ont besoin d'apprendre à économiser, mais ce n'est pas encore venu. Peut-être avant de... ou pour conclure cette émission, Monseigneur Chevalier, vous pourriez nous dire une prière en marquisien, une bénédiction peut-être? Oui, pourquoi pas. Il y a le « Je vous salue Marie », oui, que les marquisiens disent souvent, très très souvent. Les petits aussi, c'est la première prière qui se dit en famille. Oui. Kauha oe Mariae, pit karatia, me oe hoi te akaiki. Ka ia hoi oe vavekau te tau veine. Ka ia hoi me ietu, me ototo e kopu. E Maria peatoe, apure oe wei amato, pou mikeo, tene, ma te tautaia tihe ananu. Amen. Amen. Merci beaucoup, Monseigneur Chevalier, pour votre présence et puis bien sûr ce partage-là qui nous permet de découvrir la beauté de l'Église dans les îles Marquises. Bien sûr, vous retrouvez cette émission sur notre site internet. Merci pour votre fidélité et je vous dis à la semaine prochaine.